Kazuo Shiraga naît à Amagasaki, une ville industrielle fondée en 1916 dans la baie d'Osaka. Son père s'intéresse à la peinture occidentale, c'est un artiste amateur, il peint à l'huile, ce qui est plutôt original au Japon. Shiraga prend des cours de peinture à l'âge de 13 ans, mais il a toujours plus ou moins baigné dans cet univers-là, et il entre à l'école municipale de Kyoto en 1942, à 18 ans, où il a une formation classique. Il étudie et pratique le Nihonga. Enrôlé pour l'effort de guerre en 1944, il retourne à Osaka, et en 1945, il peut retourner vaquer à ses occupations artistiques. Il a 20 ans et il manque de mourir d'une pneumonie. Pneumonie sans doute causée par les nuages de poussière des bombardements massifs d'Osaka par les Américains. Environ 10 000 civils tués à l'été 1945. Osaka était le grenier de la guerre avec son pôle industriel produisant armes, navires de guerre et autres avions kamikazes. L'un des bombardements les plus destructeurs de la Seconde Guerre mondiale, et Shiraga était aux premières loges. Quand il reprend ses études, la tradition artistique japonaise ne lui convient plus, c'est beaucoup trop encadré et codifié, il veut plus de liberté. Il participe donc à la création du groupe Zero Kai. Zero, ça veut dire zéro, et Kai ça veut dire suite ou association, donc Association Zero. Ce groupe de jeunes artistes japonais est ainsi fondé en 1952, et c'est l'unique avant-garde du pays. Ces guélurons renomment leur mouvement en Gutai, gu, l'instrument, tai, le corps pour instrument. Il y a aussi un second sens, concret ou incarné. Tous ont entre 20 et 30 ans, aucun n'est citadin. Ces jeunes artistes n'ont pas de contact avec l'extérieur. Le Japon demeure un pays insulaire, il ne s'est ouvert sur le monde que 2 fois, pour la guerre sino-japonaise et l'invasion du reste du monde. Et aujourd'hui encore, c'est un pays très fermé et toujours très xénophobe. Un sondage réalisé en 2014 montre que 64% des Japonais estiment appartenir à la race supérieure. Le mouvement Gutai apparaît ainsi dans une atmosphère très particulière. Après 1945, une défaite catastrophique suivie par l'humiliation de l'empereur Hirohito, pris en photo aux côtés du général MacArthur et qui néanmoins reste en place, l'implantation des Américains fait exploser le marché noir et le trafic d'êtres humains. Une importante population coréenne est rapatriée au Japon pour devenir une main-d'œuvre quasi gratuite dans des conditions épouvantables, etc., etc. Le film de 1951 de Mikio Naruse, Nuages flottants, parle de ça avec beaucoup de pudeur. Comment ne pas évoquer l'influence qu'ont eu les 2 bombes atomiques ? Environ 250 000 morts en quelques secondes, suivis de retombées radioactives qui ont stérilisé les populations alentours, les cancers aussi, les leucémies ainsi que toute une gamme de maladies pulmonaires. Mishima parle de cette atmosphère dans Le Pavillon d'Or. Dernier été, dernières vacances d'été, dernier jour de vacances. Notre jeunesse se tenait au bout, à l'extrémité de ce bord vertigineux, et le Pavillon d'Or aussi, debout sur la même arête, nous regardait, nous parlait, tant l'attente des bombes nous avait rapprochés de lui et lui de nous. Dans un silence profond, le soleil de cette fin d'été plaquait des feuilles d'or sur la toiture, tandis que la lumière verticalement déversée laissait plein de nuit l'intérieur du bâtiment. Jusqu'alors, la certitude qu'il était impérissable m'écrasait, dressait un obstacle entre lui et moi, mais il était voué à être incendié par les bombes, et cela rapprochait singulièrement son destin du nôtre. Que ce mouvement apparaisse à Osaka n'est pas innocent. Cette région, le Kansai, est traditionnellement en rivalité économique avec Tokyo. Tokyo, où la tradition artistique japonaise culmine sous l'ère Edo puis Meiji. Osaka est ainsi en pleine reconstruction, tout y est neuf. Il semble évident d'y implanter l'avant-garde.
Le mouvement Goutai est très actif, il organise ses propres manifestations en plein air, certains peintres vont travailler à même le sol dans la rue, d'autres, comme Chiraga, vont, quasiment nus, attaquer à la hache un arbre peint en rouge. Il invente ainsi le premier happening de l'histoire de l'art. Chiraga fait d'autres happenings, dont un où il se jette dans la boue et lutte avec elle jusqu'à épuisement. On donne le titre de Mud, la boue en anglais. Il n'en voulait pas. Il multiplie les mises en scène de ce genre où son corps devient l'œuvre elle-même. Yves Klein reprend cette idée plus tard avec ses body paintings. Il séjourne au Japon de 52 à 54, donc Klein s'inspire évidemment du mouvement Goutai en a tendance à en minoriser l'influence. Tout cela s'accompagne d'un embryon de communication. Les membres du groupe se filment et se photographient à l'œuvre. Ils créent du contenu et, chose exceptionnelle, ils communiquent. Du moins, ils font de la proto-communication. Aussi, le critique et collectionneur français Michel Tapier met la main sur le journal et décide de venir sur place constater l'ampleur du mouvement. Il a eu ce journal du mouvement Goutai par l'intermédiaire du peintre japonais Toshimitsu Imai, qui venait alors étudier la philosophie en France à la Sorbonne. En 51, Chiraga découvre 2 toiles de Pollock exposées à Osaka. À ce moment-là, Chiraga peint au couteau, il est déjà de plein pied dans l'abstraction, il n'a pas attendu de connaître Pollock pour ça, il tente de peindre avec les doigts, et en fin de compte, à partir de 54 et jusqu'à sa mort, il peint avec les pieds. Il se pend à une corde, verse la peinture et la travaille ensuite avec ses pieds. Sa première exposition en dehors du Japon se fait à la Martha Jackson Gallery en 58 à New York, puis on l'expose en 62 à Paris, galerie Stadler. Stadler reste son galeriste toute sa carrière durant, galeriste dont les œuvres sont gérées par Michel Tapier, on le retrouve ici.
Kazuo Shiraga balance de la peinture en grande quantité dans un geste énergique, tout entier noyé dans son action, dilué dans son geste, il triture une matière organique, oléagineuse, vivante. Il y a une vraie jouissance de la couleur là-dedans, une catharsis dans la manipulation de la peinture. On peut même dire que c'est presque sexuel, hein. Comment faire plus viscéral que de peindre avec les pieds, directement dans la toile. L'importance de la performance n'est pas relativisée, bien sûr. Gutai se veut un mouvement actif et offensif. Il photographie ses artistes, et puis Shiraga saute à pieds joints sur la toile devant un public. D'accord. Mais je trouve tout de même que ces tableaux ont leur existence propre. Ils ne sont pas moins importants que la démarche qui les a vus naître. Il organise souvent ses œuvres autour d'une diagonale, avec des formes centrées. Il fait pas n'importe quoi malgré ce chaos que l'on croit voir. Il réalise donc quelque chose de vivant, de viscéral, et quelque part il donne forme à l'inconnu. C'est une peinture extraordinairement physique, où le peintre cherche à atteindre un état second, un état où il se noie dans l'œuvre, et sa peinture n'est finalement pas si abstraite, c'est la peinture elle-même, la matière. Comme le dit Soulages, la peinture abstraite devrait s'appeler peinture concrète. D'ailleurs, l'adverbe gutaiki, qui vient de gutai, signifie concret. Dans sa démarche, on peut dire qu'il cherche à détruire, à exploser, à créer, à emmerder le monde en fait. Il peint comme une rébellion. Ses œuvres sont comme des tempêtes silencieuses, tout comme certains tableaux de Nicolas Poussin. On trouve cette même expression, mais évidemment pas avec le même vocabulaire. On voit cette violence que subissent les hommes. Hiroshima, Nagasaki chez Shiraga, La Fronde chez Poussin. Heureusement, tout cela reste suffisamment vague pour devenir compréhensible, universel, même si on peut discuter la notion d'universalité, mais je ne trouve pas de mots plus proches de ce que je tente d'exprimer là, dans ce parallèle très hasardeux. En 1968, Shiraga obtient un poste d'enseignant à Osaka et il fait ainsi entrer l'art occidental au Japon. En fin de compte, il arrête de peindre et en 71, il se fait moine bouddhiste sur le mont Hiei, ce qui me paraît pas tellement étrange vu sa démarche qui tente de devenir un peu possédé par son œuvre quand il la peint. Qu'il aille vers le tantrisme bouddhique ne paraît pas si surprenant finalement. Et il voit pas trop quoi faire d'autre, en tout cas, la vie d'artiste ou de professeur d'histoire de l'art, ça ne l'intéresse plus. Au bout d'un an, il reprend quand même la peinture sous les encouragements de son galeriste, et là, il passe au noir et blanc. Enfin, la plupart de ses œuvres sont en noir et blanc, mais il peint encore de temps en temps en couleur, de façon beaucoup plus dépouillée. Il donne des titres en référence au bouddhisme aussi. Il ne peint plus du tout en public, hein. Il fait ça en privé, seul à seul ou avec sa femme.
Enfin, en 1986, il trouve une reconnaissance institutionnelle en la personne morale du Centre Pompidou à Paris, où l'on expose parmi ses contemporains ses toiles. Et puis, plus rien jusqu'à sa mort en 2008. Il aura plus influencé qu'il n'a été lui-même influencé. Ses toutes premières œuvres abstraites sont contemporaines de celles des Français et des Américains, et pourtant il ne les rencontre pas encore. Et la diffusion des œuvres dans ces années-là ne permet pas de savoir s'il avait connaissance ou non de ces artistes encore bien peu connus. En France, il y a tout un tas d'artistes qui s'intéressent à cette façon de peindre proche du symbole qui incarnerait une sorte d'expression nouvelle. Évidemment, il y a Pierre Soulages, il y a Hans Hartung, mais il y a aussi Gérard Schneider ou Georges Mathieu. Et même, ça m'a plutôt surpris de voir ça chez Picasso, il y a quelque chose. Et aux États-Unis, ben évidemment, il y a Motherwell ou Franz Klein. Chiraga, c'est un peintre que j'aime beaucoup. Il inspire beaucoup de liberté, il montre combien tout est permis, ça fait tellement bien de voir ça, et malheureusement, on trouve vraiment pas grand-chose sur lui, rien de consistant, en tout cas. Il y a eu une exposition à New York pas sur lui, mais sur le Goutai, où ils en ont parlé un peu. La monographie qui en est sortie était pas particulièrement instructive. C'est un peu le problème que je rencontre pour tous ces peintres du XXe siècle. Là, j'ai rassemblé les infos glanées à droite à gauche, des choses très factuelles. Et c'est à nous de combler les vides. Si vous avez du temps libre et de la curiosité, il faut aller au Centre Pompidou. Il y a 2 toiles de Chiraga qui sont exposées en ce moment, entre Georges Mathieu et Pierre Soulages, avec un Jean de Gotex qui lui fait face. C'est un peu la salle du rêve. Je retiens surtout Chiraga dans le mouvement Goutai parce que la peinture, mais ils sont nombreux à avoir exploré plein de voies d'expression possibles, toujours très offensifs et souvent premier degré. Ce sont des gens qui nous disent roulez-vous votre opinion et introduisez-la quelque part. Et c'est toujours bon à prendre ce genre d'attitude. Le jusqu'au boutisme, ça a quelque chose de fascinant. Quand on voit les photos de leurs expositions et qu'on les voit eux ensemble, ils ont l'air tellement satisfaits et en même temps ils semblent conscients de leur ostracisation de la société japonaise. Ils acceptent de faire un truc un peu fou et de ne pas être compris. C'est une belle démarche, une démarche dont on doit tous s'inspirer.